Bienvenue sur Radio Corse International, chers auditeurs de Télépaèse et aussi, puisque nous sommes en simultané sur les deux stations. C'est votre matinale de ce mardi de décembre. Eh oui, la Noël arrive très très vite. Ça commence à sentir le sapin chez vous, non? Vous attaquez les décos? Ouais, c'est bien ça. Vous avez pu voir les municipalités qui ont attaqué les décorations un peu de partout. Donc ça sent vraiment Noël, ça arrive très très vite. C'est votre matinale. Et tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les Vivianes. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Voilà, on est parti pour un petit moment ensemble sur les deux stations, Télépaèse et pour la partie télé et Radio Conseil International pour la partie radio. Voilà, un partenariat qui dure depuis maintenant quelques petites années maintenant. Et un grand bonjour tiens, à toute l'équipe de Télépaèse et tiens aujourd'hui, qui sont l'équipe qui est de l'autre côté, qui nous permet aussi la diffusion. Bon, au programme de votre matinale, on va avoir les rubriques habituelles, l'info dans un petit moment avec la météo, on va voir les courses hippiques, on va retrouver l'horoscope. Aujourd'hui, les invités, c'est la littérature. Voilà, on a des écrivains en rendez-vous donc de cette matinale. Et puis nous avons aussi le mardi notre philosophe, Christophe Dicarou, qui est au rendez-vous. On commence par la météo, si vous voulez bien. Allez, Philippe Jam qui s'installe. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne nouvelle, la journée sera bien ensoleillée aujourd'hui avec un vent d'est plutôt faible, modéré parfois sur la pointe du Cap Corse. Les maximales seront agréables pour la saison. Elles se situeront entre 11 et 14 degrés près des côtes et de 5 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour violence conjugale, un homme a été condamné hier à 30 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la victime. Conformément aux réquisitions du parquet, le tribunal a également décerné un mandat de dépôt portant sur les 18 mois de prison ferme. Fin novembre, la victime, mère de 2 enfants, avait porté plainte pour violence physique et psychologique, menace de mort et dénigrement. Dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui avait totalement détruit une paillote à Larinet, là au sud de Bastia, le 30 septembre dernier, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera jugé plus tard par le tribunal de Bastia. La décision a été formellement adoptée lors de la coordination nationale du mouvement réuni à Corté. Le parti indépendantiste Nazione n'investira aucun candidat à Ajaccio et Bastia pour les prochaines élections municipales de mars prochain. Le mouvement explique cette position car, je cite, « La situation actuelle n'offre aucune perspective d'union patriotique au second tour et notre participation ne ferait qu'ajouter de la confusion à la confusion », ajoutant, je cite toujours, « Cette décision politique constitue un acte de lucidité, un acte de dignité, un pari sur le redéploiement du mouvement national ». Dans une lettre adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Siméon, y propose de redistribuer la somme de l'amende contre les 3 sociétés de distribution de carburant dans l'île aux Corses. Selon des modalités à définir, elle viendrait en indemnisation du préjudice subi par les citoyens corses pendant des décennies, écrit le président de l'exécutif. Pour mémoire, le 17 novembre dernier, l'autorité de la concurrence avait sanctionné les entreprises Total Énergie Marketing France, 2 sociétés du groupe Ruby et IG Retail, à une amende de 187 millions d'euros, accusées d'avoir mis en œuvre une entente dans la distribution du carburant en Corse. L'Union départementale CGT de la Haute-Corse organise ce mardi 2 décembre à 10h devant la préfecture de la Haute-Corse à Bastia un rassemblement. Un rassemblement, souligne le syndicat, qui a pour but de faire entendre la voix des travailleurs, d'attirer l'attention sur les enjeux sociaux actuels et de faire pression sur le gouvernement alors que le budget de la sécurité sociale revient à l'Assemblée nationale ce mardi. Toujours dans le domaine social, la CGT des marins a déposé un préavis de grève pour ce mardi 2 décembre. La CGT des marins de la Corsica Linea et de la Méridionale. Le syndicat dénonce la concurrence déloyale de la part de Corsica Ferries. Les syndicats exigent à ce sujet l'arrêt de la nouvelle ligne Toulon-Ajaccio-Propriano. En sport, en volley, le GFCA
accueille ce soir le leader du championnat de Liga. Et puis en football, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France, le Sporting Club de Bastia se déplacera une nouvelle fois en Bretagne après 2 matchs contre des équipes de Saint-Malo. Le Sporting se déplacera dans le Morbihan pour y affronter Pontivy, un club de National 3. Le match se déroulera le 20 décembre prochain. L'information, comme d'habitude, on le retrouve en fin de matinale et on va le retrouver dans un petit moment pour les invités. On va se faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics de notre Rémi, notre pronostiqueur, donc qui vous donne toujours les bons tuyaux tous les jours. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 11 Célestial qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Mokanchi où dans la seconde le 17 Killer de KO devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e le numéro 9 Cap Normand. Bon jeu à tous. Voilà, merci Rémi. L'horoscope fait partie aussi de notre matinale. Et c'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les matins, qui nous envoie, je vous explique comment ça se passe, Elle n'est pas sur Bastia, elle est sur Porto Vecchio, et tous les matins nous envoie ces petites vidéos. Voilà, donc le matin elle n'est pas très bien réveillée, vous allez voir. Mais bon, allez, Paxi pour l'horoscope. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez même les réponses dont vous avez besoin. Et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Merci Paxi, et je t'embrasse très très fort. On poursuit avec notre philosophe, Christophe Dicaro. Christophe Dicaro qui nous rejoint tous les mardis. Et puis, tiens, je mettrai une petite affiche à la fin pour vous expliquer. Il y a une petite conférence philo qui est prévue à Pianello dans quelques jours. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre à nouveau cette philo-chronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, une chronique assez particulière. Normalement, c'est Philo Actu, c'est les 5 minutes de philo et d'actualité. Mais alors, on va traiter d'un sujet qui est également d'actualité puisqu'il est intemporel. Il appartient à toutes les sphères, à toutes les strates de l'histoire humaine, puisqu'on va parler bien de la beauté. Alors bien évidemment, il serait facile pour nous d'incarner ce sujet, puisque vous savez très bien que chez RCI, eh bien, tout le monde incarne la beauté par excellence, mais nous allons plutôt parler bien, de la définition même de la beauté, et en particulier de notre fameuse Hippias majeure, œuvre de Platon et Hippias majeure, où on va définir bien, ce qu'est le beau. Alors dans l'idée, fidèle à la théorie de la réminiscence de Platon, comme si en nous était déjà inscrit l'univers et les dieux, ou la perfection, ou les choses en soi, c'est-à-dire dans l'unité fondamentale bien, de l'univers et du logos, eh bien on va avoir cette idée que le beau est une chose unique, une entité pleine et entière, une entité en soi, incarnée, qui se décline en différentes formes dans nos vies, dans la matérialité. Le beau est une idée qui est déjà inscrite en nous, et lorsque nous trouvons quelqu'un de beau, un beau garçon, une belle fille, une belle voiture, une belle paire de chaussures, eh bien en réalité, ça nous ramène à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'unité du beau, c'est-à-dire que ce n'est pas la paire de chaussures qui est belle, mais c'est la paire de chaussures qui regroupe un petit peu cette notion de beau, cette dimension qui est déjà en moi. Et donc je la reconnais quand je vois cette paire de chaussures, ce garçon, cette fille, etc. etc. Et à la question qu'on va poser, par exemple, quand on va poser à Hippias majeur, mais qu'est-ce que tu aimes dans le beau? Est-ce que tu aimes cette personne ou parce qu'elle est belle, ou est-ce que tu aimes le beau dans cette personne? Eh bien, on va répondre, non, en réalité, j'aime cette personne parce qu'elle est belle. Et là, on va reprendre, on va rétorquer. Donc Socrate va répondre à cette chose qui est la suivante. Ce n'est pas la personne que tu trouves belle, mais c'est le beau qui est dans la personne. En réalité, si tu vas trouver d'autres personnes belles, parce que lorsqu'on est, je sais pas moi, lorsqu'on va en soirée, souvent on trouve beaucoup de personnes jolies, ou lorsqu'on regarde la télé, ou lorsqu'on regarde, en réalité c'est juste que toutes ces personnes, et nous-mêmes en fait, on fait en sorte d'aller vers cette unité fondamentale du beau. Ce qui fait que dans toutes ces personnes, ce n'est pas ces personnes qui sont belles, mais c'est le beau qui est en elles, le beau qu'on reconnaît. C'est la réminiscence, la théorie de la réminiscence. Et comme on le reconnaît chez tout le monde, eh bien, l'unité du beau, le beau en soi, est ainsi disséminée dans le monde entier. Chez tous les vivants, etc., etc. Donc, vous voyez comment, finalement, lorsqu'on va définir une chose belle, eh bien, ce n'est pas la chose qui est belle. Autrement dit, si moi, demain, comme souvent on me dit « tu es beau », bien évidemment, eh bien, je pourrais m'enorgueillir et me dire « je suis beau de toute façon ». Et ce qui est vrai, il m'a suffi de naître pour ça. Il y en a qui font des années de chirurgie pour arriver à ce résultat. Eh bien, en réalité, la prétention serait de l'erreur de ma part de croire que je suis beau. En revanche, l'idée de me dire que je vais vers le beau, je tends vers le beau universel, comme tout le monde, en fait, eh bien, me rend beaucoup plus humble. Et en fait, oui, c'est un avis, un sentiment, mais qui n'est pas une incarnation, qui n'est pas un don, qui n'est pas une bénédiction. C'est juste qu'on travaille tous, comme pour le bien, comme pour la connaissance, comme pour le beau, à tendre vers cette unité. Et on terminera sur cette phrase
que l'on trouve sur le fronton du temple de Delphes, hérité des 7 sages d'Athènes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Comme si en nous, il y avait l'univers, l'unité de toutes les choses en soi, dont le beau fait partie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette philochronique sur Télépaèse et Stampa Paèse et RCI. À très bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Alors rendez-vous au Café Philo à Pianello, au coin du feu, Cicabajano Vigadello, qui est prévu avec un petit apéro juste après dînatoire. Et c'est donc à Pianello ce samedi à partir de 18h30. Voilà. N'hésitez pas, vous faites un petit détour du côté de Pianello, et aux Obaese, et vous allez pouvoir donc assister donc à ce Café Philo. Il y en a plusieurs comme ça, ils se déplacent dans l'ensemble de l'île. Côté invité, je vous ai parlé d'écrivains. Allez, c'est parti avec les écrivains du jour. Ce sont nos invités. Nous allons parler littérature aujourd'hui avec 3 livres qui sont sortis aux éditions Éoliennes, qui sont des éditions qui sont basées à Bastia. Et tout d'abord, le premier auteur, c'est Noël Casal. Bonjour Noël. Bonjour. Noël Casal, qui est auteur, metteur en scène, acteur également, qui vient de sortir ce livre, Des voyageurs regardent un coucher de soleil. Alors c'est un livre que vous avez écrit en résidence, c'est ça ? Alors, j'ai commencé à écrire à partir dans le cadre d'une résidence d'écriture qui avait été organisée dans l'EHPAD de Vico, qui s'appelle également la Maison Jeanne d'Arc, et où j'ai été en résidence pendant le mois de mai 2024 avec Stefano Cesari. Donc Stefano, de son côté, a écrit. Moi, j'ai commencé à écrire de mon côté, et j'ai écrit ensuite de mai 2024 jusqu'à février 2025, à peu près tous les jours. Mais c'est vraiment dans l'EHPAD que ça a commencé. Et puis après, de mai 2024 à février 2025, j'y suis retourné régulièrement pour continuer à soutenir ce travail d'écriture. Alors c'est un décor assez spécial quand même. Écrire dans un EHPAD, l'EHPAD c'est pas souvent très gai. Alors, la question c'est est-ce que c'est gai ou... Alors, plutôt pour partir du début, François-Aimé Arrigue, le directeur de l'EHPAD de Vico, que j'avais rencontré 2-3 ans auparavant dans la région, on avait discuté de ce projet de résidence d'artistes en EHPAD, à partir d'autres résidences d'artistes qu'on connaît, qui se sont déroulées sur le continent, notamment une résidence d'un ami danseur qui s'appelle Thierry Nyang, et qui a réalisé, qui a conduit une résidence de danse dans un EHPAD d'Île-de-France, et dont j'avais vu un très beau film, un très beau documentaire qui s'appelle Une jeune fille de 90 ans. Et j'avais montré à François-Aimé Arrigue ce film Une jeune fille de 90 ans, et on avait ensuite conçu et lancé ce projet de résidence. Donc, j'ai découvert, moi, l'EHPAD de Vico, qui est un tout petit EHPAD. Il y a 24 personnes, 24 résidents, 22 personnes du côté du personnel, et qui est un EHPAD dont le projet est d'être ouvert le plus possible sur le territoire. Donc l'EHPAD de Vico a ceci de particulier, c'est qu'il est articulé à un tiers-lieu qui s'appelle Udios Diawignarel, qui est compris dans le bâtiment même de l'EHPAD, et la direction du tiers-lieu est tenue par Madame Romane Kitty, et Romane et François-Aimé en binôme développent beaucoup de projets qui visent à ouvrir l'EHPAD sur le territoire. Donc c'est un EHPAD, je dirais, qui est très vivant, qui est très ouvert, qui est très vivant. Il y a quasiment tous les jours des rencontres, des ateliers, beaucoup d'activités qui sont proposées. Donc on est quand même dans un EHPAD, certes, mais dans un EHPAD avec un projet très singulier. Alors c'est vrai, quand on dit EHPAD, on pense aussi tous les scandales. Enfin, on peut penser à des scandales qui ont eu lieu. Qui sont un peu en période de fin de vie. Et en tout cas, que l'EHPAD soit comme celui de Vico, ouvert, vivant sur l'extérieur, ou qu'il soit un EHPAD plus fermé, ce qu'ils ont tous en commun, évidemment, c'est que c'est la dernière demeure des gens qui y sont. On ne ressort pas d'EHPAD. Voilà, on entre en EHPAD et c'est notre dernière demeure. Alors justement, le titre, Des voyageurs regardent un coucher de soleil, pourquoi ce titre ? Alors, c'est une métaphore, peut-être
peut-être un peu facile, mais quand même, si on considère que vivre consiste à... non, si on métaphorise la vie comme un voyage qui nous est offert à chacune d'entre nous, on peut dire qu'effectivement, là, j'ai été en lien pendant quasiment une année en présence de gens qui sont sur la fin de leur vie. Moi-même, d'ailleurs, pas loin, puisque j'ai 65 ans. Donc, voilà, des gens qui sont déjà dans la vieillesse, voire des grands vieillards, voire des gens qui entrent dans la vieillesse, parce que dans l'EHPAD de Vico, le plus jeune résident a 70 ans, c'est ce qui n'est pas très âgé. Et puis, la personne la plus âgée va avoir 99 ans, là, jeudi. Et... Voilà, donc des voyageurs regardent le coucher de soleil. On est évidemment, après, évidemment, le coucher de soleil étant métaphorique d'une fin de vie, oui. Donc, en fait, dans cette résidence, vous avez observé un petit peu les faits et les gestes des résidents. C'est ça. Donc, je passais des journées entières dans l'EHPAD et j'observais, j'écoutais, je prenais aussi... je prenais beaucoup de temps, c'est-à-dire que je prenais beaucoup de temps dans le sens où je me suis rendu compte dès les premiers jours que on ne peut pas provoquer des rencontres, des contacts et des discussions. Il faut être là d'abord, il faut être là. Il faut que les personnes de l'EHPAD nous identifient comme quelqu'un qui est là, qui est familier. Bon. Et la plupart des résidents sont taiseux. Sur les 24 personnes, il y en a 2-3 qui spontanément sont plutôt ouvertes à la discussion, mais sinon, l'immense majorité des gens qui sont là en EHPAD ne parlent pas. Donc, c'est vraiment un processus de patience lent, patient, et voilà, ne pas avoir peur des heures qui passent sans qu'il ne se passe rien, de faire des ateliers où il ne se passe pas grand-chose. Et puis, au bout de quelques jours, par une alchimie un peu difficile à saisir, des personnes se mettent à parler. Des gens se mettent à parler sans forcément qu'on s'y attende. Et là, quand ça s'ouvre, alors là, comme j'en témoigne dans le livre, il y a quand même de nombreux résidents qui, au bout d'un moment, m'ont parlé. Oui. Alors justement, vous témoignez à travers des lettres, c'est ça, que vous adressez à votre père ? Alors, le 30 mai 2024, j'étais dans l'EHPAD de Vico et j'ai réalisé que c'était l'anniversaire des 90 ans de mon père. J'ai réalisé que mon père aurait eu 90 ans le 30 mai 2024. Et voilà, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je me suis dit, tiens, c'est voilà. Mais en tout cas, je me suis dit, depuis un mois, je suis entouré de gens et je discute avec des gens qui sont de la même génération que lui, c'est-à-dire des gens qui étaient nés entre le 1930 et 1940, cette génération-là. Et je me suis dit, j'ai imaginé mon père dans cette EHPAD, je me suis dit, avec qui il serait ami, avec qui il s'entendrait, avec qui il ne s'entendrait pas, etc. Et j'ai écrit une première lettre qui est datée, c'est le premier chapitre du livre, qui est daté du 31 mai 2024, le lendemain de son anniversaire. Ça commence comme ça, et après, c'est vrai que, comme ça, un livre épistolaire, une structure épistolaire, j'ai senti tout de suite qu'il y avait beaucoup de potentiel, que ça pouvait contenir beaucoup de potentiel, parce que, premièrement, je m'adresse à quelqu'un de concret, de précis, même si mon père est mort depuis très longtemps. Mon père est mort en 1986, mais je m'adresse à lui. Et c'est vrai que l'adresse, bon, je crois que quand on écrit, quand même, la question de la parole, le statut de la parole, c'est le fait de se dire quelque part qu'on s'adresse à quelqu'un, ou même si on ne le connaît pas, quelqu'un qui va lire. Voilà, ça précise ça me portait bien de savoir que je m'adressais à quelqu'un de précis. Et puis, je savais que ça allait pouvoir mobiliser à la fois mes observations, d'une part, de la vie, qu'est-ce que c'est cette vie en EHPAD, qu'on soit du côté des résidents, du côté du personnel soignant, et que ça me permettrait aussi de mobiliser tout un matériau relatif à la vie de mon père et à la génération de mon père. Bon, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, la question de la guerre d'Algérie. Parce que j'étais en dialogue dans l'EHPAD avec 4 hommes qui avaient fait l'Algérie sans trop comprendre ce qui leur arrivait, ce qui a été le cas de mon père. Bon, par exemple, sur la guerre d'Algérie, il y avait tout un matériau à creuser. Bon. Quelles ont été les réactions je pense plutôt aux responsables de l'EHPAD quand ils ont lu le livre? Alors, ils sont vraiment très heureux du livre, très heureux.
oui, vraiment très, très, très heureux de ce témoignage, de ce livre, que cela maintenant ça existe. Voilà, Ouais. c'est un témoignage. Voilà, c'est un témoignage qui, de leur point de vue, est très très précieux. Parce qu'encore une fois, ça témoigne à la fois de la vie de quelques résidents et puis de la vie également et du travail du personnel soignant. Bien sûr. Voilà. Alors, Des voyageurs regardent un coucher de soleil, donc c'est aux éditions Éoliennes. Quels sont un peu vos projets? Parce que je sais que vous tournez déjà une pièce, vous tournez en ce moment une pièce avec Patricia, vous tournez pas mal. Oui. Il y a d'autres projets? Alors, je suis co-directeur du Théâtre du commun, co-directeur Oui. avec Lisa Terrazzoni, qui est sociologue et psychanalyste. On co-dirige le Théâtre du commun. Alors, on a beaucoup de projets qui tournent, oui, on en a plusieurs, en Corse et hors de Corse, et on en a aussi plusieurs autres projets. Je ne vais pas les énumérer tous ici, mais on a un site, voilà, théâtreducommun.fr, sur lequel on peut découvrir tous nos projets en cours et à venir. Et oui, ben notamment sur Jean Ligol, un spectacle qu'on tourne depuis plusieurs années avec Patricia Poli. Noël Casal, merci beaucoup. On rappelle donc le titre de cet ouvrage, Des voyageurs regardent un coucher de soleil, aux éditions Éoliennes. À l'occasion de la sortie de 3 livres aux éditions Éoliennes, Bastia, nous recevons un des auteurs, Fred Giuntini, pour son livre Noté. Fred Giuntini, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur votre cursus, on ne vous connaît pas trop dans le monde. Vous êtes de Balagne, c'est ça? Voilà, je suis balanin, donc c'est mon premier ouvrage, donc c'est normal. Après celui-ci, je pense que je vais être très connu, mais c'est normal que pour l'instant on ne me connaisse pas trop. Du coup, donc je suis balanin, j'écris depuis longtemps, mais plutôt des poésies qui sont destinées à la musique. Je fais partie du groupe Oviedo Montes et en Balagne, et j'ai beaucoup écrit pour la chanson, et puis j'aime le rapport à l'écriture, ne serait-ce qu'entendre la pointe du stylo sur une feuille de papier, déjà ça me ravit. Comment vous avez plongé dans ce milieu de l'écriture, de la musique? Alors c'est par rapport à la musique. Comment j'ai plongé dedans? Mais disons que j'ai toujours été passionné par cet engouement musical en Corse. Je suis né en 74, donc un peu dans ce mouvement du Riacuiche aussi, enfin bébé, mais en tout cas bercé par ce mouvement. Je suis guitariste depuis mes jeunes années, donc aussi très très sensibilisé enfin en tout cas un peu amoureux du côté cabaret corse. Et voilà, donc la musique a toujours été un moyen pour moi de m'échapper, de rêver. Et j'ai une relation au rêve et à l'imaginaire qui est assez prégnante. Et je pense que tout ça a fait que... Et vous avez suivi dans l'écriture? Comment ça se passe? Pardon? Après, vous avez plongé dans l'écriture? Voilà, après, par rapport à la musique, j'ai eu rapidement besoin d'écrire des textes pour les mettre en musique. Et voilà. Ça s'est fait un peu naturellement. J'ai pas... Vous disiez à l'instant, j'adore entendre le bruit. Vous écrivez de façon manuscrite? Là, je triche un peu parce que c'était un écrit par ordinateur, mais en tout cas... Dès que j'ai des idées, j'ai des carnets dans toutes les pièces de la maison, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et je vais même au-delà de ça. Dès que je vois quelqu'un sortir un carnet et un stylo, j'ai une espèce d'éclair. Je ne sais pas si c'est parce que c'est probablement les dernières personnes qu'on va rencontrer, mais en tout cas, ça me procure toujours un plaisir assez intime et intense. Alors, un mot tout d'abord sur le titre, Noté. Alors Noté, déjà, j'avais commencé à écrire en français. C'est une nouvelle donc que j'avais commencé à écrire en français il y a quelques années. J'avais laissé de côté, ce qui est pas mal, parce que du coup, quand je l'ai réouverte, je trouvais qu'en fait le fond m'intéressait beaucoup et la forme me plaisait pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais le réécrire. Et à ce moment-là, je lisais pas mal de romans ou de nouvelles en langue corse. Il faut reconnaître que quand on aime lire en Corse, il ne faut pas lire trop vite, parce qu'on est vite à dépourvu. Il y a quand même une proposition qui est peu conséquente en termes de nombre d'ouvrages. Donc je me suis dit, quitte à réécrire Note, qui s'appelait Nuit, du coup, à l'époque, autant le réécrire en Corse et alimenter un peu cette littérature en langue corse, quoi. Voilà. Et le titre, en plus en Corse, me plaisait bien plus, puisqu'il s'agit un peu d'un voyage entre l'imaginaire et la réalité, où le monde de la nuit prend un peu le dessus sur tout ce qui est concret et réel. Et on ne sait pas trop si ça se déroule sur une nuit, sur plusieurs nuits.
Et il se trouve que Note en Corse, c'est à la fois à Note et Note, en tout cas pour nous balanins, puisque dans le sud, je crois qu'on dit Note, il me semble. Et voilà, donc ça permettait aussi de garder un peu ce mystère sur la temporalité, sur la durée de l'aventure. Il y a eu un déclic pour écrire, pour mettre les premiers mots. Tu as dit, ah, je vais faire ça. Alors, le déclic, c'est en fait c'est le sujet. Et je disais que j'ai un rapport à l'imaginaire et au rêve qui est un peu particulier. Il se trouve que j'ai fait l'expérience comme beaucoup, hein, qu'à partir du moment où on laisse un peu tranquille sa conscience, son imaginaire, l'imaginaire a tendance à raconter des choses. Alors ça peut se passer la nuit, mais ça peut se passer aussi le jour. Il se trouve que moi j'ai eu des expériences en termes de création musicale où j'essayais de batailler pour trouver des idées qui venaient jamais. Et en fait, en dormant, c'est-à-dire en étant totalement au repos, il y a une espèce de petit butin là, qui est sorti de derrière de sa cachette et qui est venu me souffler en fait tout simplement les notes d'une partie de musique que j'arrivais plus à faire avancer. Et il se trouve que ça m'est arrivé à plusieurs reprises comme ça d'avoir des expériences musicales la nuit, mais de me réveiller le matin, de me souvenir qu'il s'était passé quelque chose, mais dans cette espèce de méli-mélo de la nuit, du rêve, de l'inconscient, sans savoir vraiment s'il en ressortait quelque chose de concret. Si bien qu'une fois, je me suis réveillé, j'ai comme ça eu une espèce de révélation d'écriture musicale. Donc là, je me suis levé, j'ai enregistré tout ce qui m'était apparu, je me suis recouché. Et je suis en train de vous raconter ma vie un peu. Hein. Non, mais c'est bien, on en sait plus, on connaît plus. Et quand je me suis réveillé le matin, je me souvenais m'être levé et avoir eu cette aventure, mais j'avais plus aucun souvenir de ce qui en était ressorti. J'ai écouté les enregistrements et en fait, j'avais effectivement composé pendant mon sommeil ce que j'arrivais pas à écrire pendant mon état éveillé. Alors c'est votre premier ouvrage, ça veut dire vous avez mis le pied à l'étrier, ça vous a donné envie de poursuivre? Il y a déjà d'autres projets? C'est un peu addictif quand même l'écriture, il faut bien le dire. J'ai écrit un roman en français qui n'est pas tout à fait terminé, mais cette fois-ci il est en français, que j'aimerais bien terminer, à faire aboutir et à faire éditer un jour ou l'autre. Et j'aimerais bien continuer à écrire en corse parce que j'ai un attachement aussi à la langue corse et qui s'y prête tout à fait dans la poésie, dans l'écriture. C'est une langue qui parle beaucoup, justement. Donc, voilà. Et tout en restant dans la musique, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Fred. On rappelle le titre, donc, Fred Giuntini, Note, aux éditions Éoliennes. Karine Adolfini est notre invitée pour la sortie d'un nouveau recueil de poésie, Dehors est un jardin. Bonjour Karine. Bonjour. Un petit mot sur le titre déjà. Alors, Dehors, il y a un jardin, c'est un titre qui invite à traverser. En fait, c'est compliqué parce qu'au départ, j'étais partie sur un autre titre complètement. Ça s'appelait Jeter l'embeau d'un vers de Mallarmé. Et parce que l'écriture s'était présentée sous forme de fragments. Et puis, vous savez, en poésie, c'est un peu compliqué. On décide rien, c'est un peu le poème qui nous mène. Et j'ai ressenti le besoin de relier ces fragments et de faire en sorte qu'ils soient portés par un mouvement et qu'ils traversent un peu le flux du temps. Et donc, j'ai choisi, en cours de route, de changer et d'appeler Dehors, il y a un jardin. C'est donc une invitation à traverser et en même temps les espaces qui nous entourent et en même temps une traversée de soi aussi parce que à l'intérieur on a aussi un jardin avec des traces traversées par des mémoires, par des voies, des forces. Et donc qui invite aussi à une traversée de soi. J'aurais pu l'appeler aussi Dehors il y a un jardin ou Dedans il y a un jardin parce que c'est un recueil en fait où le dedans et le dehors se rencontrent. En fait, vous l'avez écrit par rapport aussi à une maison oui, en fait, le titre m'a été inspiré par la pergola de verre de la villa d'Irout, où je travaille, et où les hôtes prennent leur petit déjeuner. Et donc je les observais, là, ils étaient... ils prenaient leur thé tranquillement, ils observaient le paysage
Et j'ai eu l'impression, si vous voulez, que, eh bien, justement, que l'extérieur était à l'intérieur parce qu'il y a les odeurs du thé qui se mêlaient aux odeurs du jardin, la lumière qui rentrait à l'intérieur et puis le ciel qui se reflétait sur les vitres. Et c'est vrai que c'est là que ça m'a donné le déclic de ce titre, en fait. Et c'est vrai que quand on parcourt les pages, il y a cette notion de lumière. Il y a un parfum aussi. On sent le thé, on sent le... Ah oui, on est vraiment en immersion dans un jardin, hein, parce que bon, c'est vrai que je l'ai écrit à partir d'un lieu qui est un jardin arboré et avec beaucoup de plantes. Et en fait, j'essaie de montrer aussi que dans les odeurs, dans les gestes de la nature, il y a quelque chose au-delà de ce qui semble se fermer, quelque chose qui s'ouvre en fait. Alors, vous écrivez pas mal de recueils de poésie en priorité. Vous avez fait un roman au tout début, L'Autre. C'était un essai. Un essai qui vous a mis un peu le pied à l'étrier. Vous avez préféré carrément verser dans la poésie? Ah, moi, je préfère écrire la poésie. Hein. L'autre, c'est plus difficile. Ça dépend pour qui. Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas écrire autre chose. Bon, l'essai sur l'autre, c'était vraiment une recherche historique, symbolique. Ça m'est tombé dessus parce que bon, j'avais fait des découvertes qu'il fallait que je fasse part de ces découvertes. Mais sinon, moi, ça a toujours été la poésie, mon dada, quoi. Qu'est-ce qui vous inspire en dehors de ce qui vous a inspiré pour ce roman? C'est un peu tout, de ce recueil. C'est un petit peu tout ce qu'il y a ici sur l'île. Ben, entre autres. Moi, j'ai pas besoin d'aller très très loin vraiment pour être inspirée. Je m'inspire vraiment de ce qui m'entoure, du lieu dans lequel je suis. Il suffit juste d'apporter un regard vraiment aux toutes petites choses comme aux grandes choses. Et puis voilà, la poésie vient comme ça, quoi. Votre regard, vous le portez aussi à travers une publication, Spire, là? Alors ça, c'est notre travail. Hein. C'est la revue Spire, là, oui. Mais ça reste dans l'écriture. Ça reste dans l'écriture. Disons que c'est très ouvert à la poésie aussi, hein, mais aussi aux autres genres, au roman, à la photo, aux artistes, à la peinture. Donc, qui paraît plusieurs fois par an. Elle est semestrielle, donc mars et septembre. Là, on est en train de préparer le 4e numéro qui sera sur le thème du secret. Ouais. Sinon, déjà des recueils de poésie en préparation? Ah non, on n'a pas du tout. Hein, vous êtes un peu au disons que celui-là, je l'écris assez vite, hein, puisque quand Xavier m'a contacté, je venais de le terminer. J'ai dû l'écrire en moins d'1 an. Et bon, moi, je peux rester plusieurs mois, si vous voulez, sans écrire. Et par contre, lorsque je commence un recueil, ça peut aller très très vite, parce qu'après, c'est intense. Je suis vraiment dans un... J'écris tous les jours pendant des heures et des heures, et donc ça va très très vite. Et par contre, voilà, maintenant j'ai besoin de le digérer un peu avant de passer à autre chose. Karine, merci. On rappelle donc le titre « Dehors, il y a un jardin » aux éditions Éoliennes. Merci. Merci. Alors, mon cher Philippe, après les écrivains, on a encore des invités. Oui, dans le domaine de l'environnement. Ouais, et puis on va naviguer un tout petit peu aussi, là. On va naviguer un peu, oui. Marévio. La mer est calme aujourd'hui. Ah ouais, très calme, en plus, on donne un peu de soleil pour la journée, ça c'est une bonne chose. Oui. Donc on va les retrouver, c'est une bonne association, avec plein de jeunes, parce que vous allez voir, il y a un teaser à la fin, il y a beaucoup de jeunes dans cette association. Il faut voter pour eux. Ouais. Faut voter. Il y a un QR code, tac, donc pensez-y, tout simplement, et puis on va les retrouver. On va donc, nous expliquer tout ça. Non, on y va? On y va. On embarque? On embarque. Allez, c'est parti. On a pareil. Notre invité aujourd'hui, Pierre-Ange Giudicelli, coordinateur à l'association Marévio. Pierre-Ange, bonjour. Bonjour Philippe. Un petit mot tout d'abord sur cette association que vous avez créée il y a presque 10 ans maintenant. Exact. On va souffler notre 10e bougie cette année. Et c'est une association de protection du milieu marin qui est basée dans le Cap, exactement, mais qui rayonne dans toute la Corse et qui est spécialisée dans la lutte contre la pollution plastique initialement et sur la préservation aussi de la biodiversité marine. Voilà. Et donc nos actions, ça va du suivi scientifique en passant par la sensibilisation et l'accompagnement des collectivités, des entreprises pour réduire la pollution plastique au quotidien. Alors vous avez créé ça, vous étiez étudiant. Il y avait un manque justement dans ce secteur pour que vous mettiez un petit peu en avant cette sensibilisation?
Ouais, il y avait un manque, il y avait surtout une curiosité hein, de notre part quand on avait créé cette association. C'était de vouloir s'intéresser au milieu marin, voir les enjeux ouais, qui s'imposaient à cet environnement et apporter des solutions, aider la recherche, sensibiliser. C'était plutôt ce désir-là de prendre part, on va dire, à la sauvegarde de notre patrimoine. Et effectivement, ensuite, on s'est rendu compte, plus on a creusé les thématiques en lien avec la préservation du milieu marin, plus on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux extrêmement importants, que ce soit sur la préservation, la lutte contre la pollution plastique, les espèces invasives, la dégradation des habitats. Il y a énormément de choses, les pollutions diverses et variées. Donc il y a vraiment de quoi faire et c'est pour ça qu'on a, depuis 10 ans, eu de cesse d'essayer de développer en fait, cet outil, le mettre au service des jeunes, essayer de former au maximum et donner envie aux jeunes de s'investir pour le milieu marin. Justement, ça passe par des actions dans les lycées, les collèges, des actions avec le public également. Oui, oui, nous on a cet ADN-là très très au contact, on est une association de terrain, donc on mène beaucoup d'actions de terrain, que ce soit au niveau scientifique ou vraiment de la mobilisation, et le contact avec le public et essayer de transmettre un savoir scientifique, le démocratiser, le rendre disponible auprès du public, et donner envie aux gens d'agir, de se mobiliser pour préserver le vivant et la mer. Ah, et vous avez donc en plus créé une mission, la mission Corsicaire. C'est vrai. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Mais en fait, c'est grâce à cette expédition qu'on a créé, qu'on a lancé l'association en fait. On était Anthony Louis et moi, donc, un ami, on s'était rencontrés en études à Paris et on a créé cette expédition. C'est un tour de Corse à la voile pour aider la recherche, collecter des données et en même temps faire de la sensibilisation. Et en fait, tous les étés, on a réitéré en fait ce format en le faisant évoluer, en le professionnalisant, en allant chercher des collaborations avec vraiment des chercheurs très reconnus dans le domaine de la biodiversité marine ou de l'étude de la pollution plastique. Et toujours mettre cet outil-là, ce concept d'expédition, au service de la mobilisation, de la communication. Donc, aujourd'hui, on accueille des photographes, des créateurs de contenu, des influenceurs pour essayer de parler de la mer, des enjeux, et donner vraiment envie aux gens de se mobiliser autour de cet environnement qui est tout proche, mais encore méconnu de beaucoup de personnes. Et ça permet aussi de recruter des bénévoles, parce que ça passe par là aussi, hein, vos actions. Oui, alors on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles actifs au sein de l'association, donc ça c'est super. Et c'est aussi, encore une fois, cette vocation de l'association d'être proche des gens. Et notamment, encore une fois, je le répète, des jeunes, parce que beaucoup de jeunes sont, on va dire, curieux, s'intéressent, on va dire, à l'environnement, et notamment à l'environnement marin, mais ils ne trouvent pas forcément de porte d'entrée je dirais, dans le secteur de la société civile, c'est-à-dire à côté des études qu'ils peuvent faire, potentiellement dans des filières biodives marines. Ils ne trouvent pas forcément de lieu pour faire des actions concrètes, partager des choses avec d'autres personnes. Et l'association, le fait qu'il y ait ce vivier-là de jeunes qui s'intéressent qui sont engagés, qui s'intéressent vraiment à ce milieu-là, et à ce métier, à cette vocation, ça permet de créer un petit creuset de personnes qui ont envie de faire des choses pour protéger notre patrimoine. Alors, il y a un autre challenge qui est en cours et qui est très important, c'est ce concours national. Alors, à quoi ça consiste ? Alors, on a eu beaucoup de chance d'être sélectionné pour une compétition nationale qui est organisée par la Caisse d'épargne, la Fondation Caisse d'épargne. Et il y a un enjeu. 5 000 euros. Exactement, il y a 5 000 euros à gagner pour les 3 premiers projets qui récoltent le plus de votes. Nous, on est pas mal, on est en 4e position, donc c'est pour ça, là, on essaie donc il faut les booster, c'est ça, faut qu'ils passent 3e, 2e ou 1er. On essaie de mettre un bon coup de boost pour rattraper les 3e et remporter la mise. 5 000 euros, ça nous permettrait de faire énormément de choses, d'amplifier notre travail auprès des écoles, acheter du matériel scientifique, nous aider à organiser des expéditions. Donc c'est très précieux pour nous. C'est le seul projet corse qui est sélectionné. Donc on représente aussi quelque part la Corse, la jeunesse insulaire. Et on espère gagner, montrer de quel bois on chauffe. Alors comment il faut faire justement pour vous aider ? Comment peut-on faire ? C'est très simple. Donc la Fondation Caisse d'épargne a mis en place un site qui héberge les différents projets. Il y a une quinzaine de projets. Et il suffit d'aller sur le projet qui renvoie à la mission Corsicaire, notre expédition, donc de l'association Marévive, et voter pour le projet. Donc ça se fait vraiment en 2 clics. Et c'est comme si vous faisiez... On votait. C'est comme si, voilà, on votait. Et c'est comme si vous faisiez un don de 5 000 euros à notre association. Mais sans débourser. Sans dépenser d'argent. Donc c'est quand même
une bonne action pour la Corse, pour la jeunesse et pour l'environnement. Alors le site, c'est le site du concours national de la Caisse d'épargne, de la Fondation Caisse d'épargne, c'est ça? C'est ça, coup de cœur caisse d'épargne.fr. On mettra, vous allez le voir défiler en synthétiseur. Aujourd'hui, il y a quand même du mieux dans l'environnement marin, avec toutes ces actions que vous faites et d'autres associations aussi. On s'aperçoit qu'il y a un mieux, que les gens sont plus sensibilisés à ça. Les gens sont plus sensibilisés. Oui. Les gens sont plus sensibilisés, on entend plus parler d'environnement marin, des enjeux aussi qui touchent l'environnement marin. Donc j'en citais quelques-uns, que ce soit les pollutions, la destruction de certains écosystèmes. Voilà. Les gens sont un peu plus au courant. Le palier qui manque, la marche qui manque, c'est vraiment l'action. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Et comment nous, à l'échelle d'un citoyen, on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer d'avoir des idées un peu claires là-dessus. En tant que chef d'entreprise, comment je peux contribuer aussi à mon niveau, avec mes salariés potentiellement, à avoir un impact positif et non l'inverse. Essayer de réduire l'impact négatif que mon activité peut avoir et comment je peux au contraire participer à l'effort et améliorer les choses. Pareil en tant qu'élu. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'élu quand j'administre une commune, un territoire plus grand? Comment je peux faire pour m'inscrire dans des actions, dans des actions, dans une vision qui contribue à certes développer des activités, participer au bien-être des gens, mais aussi conserver ce patrimoine-là qu'on a la chance d'avoir sur notre île. Comment arriver à concilier tout ça? Et aujourd'hui, il y a besoin de renforcer cet aspect-là de comment faire, quoi faire, et dans la durée. Alors bien sûr, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, marievie.org, sur Instagram bien sûr. Et en plus, là, vous aurez le lien pour voter. Exactement. Voilà, on a mis des petits QR codes un peu partout dans les boulangeries, les stations essence, en espérant que les gens on croise nous soutiennent. Jusqu'au 12 décembre. C'est jusqu'au 12 décembre, ouais. Bon, alors votez. Vous savez comment faire maintenant. Pierre-Ange, merci beaucoup. Merci infiniment. On rappelle donc que vous êtes coordinateur à Marievie et que donc vous êtes dans ce challenge avec la Fondation Caisse d'épargne. La Corse, clairement, c'est un joyau de biodiversité au milieu de la Méditerranée, à savoir que la Méditerranée, c'est 1% des mers et des océans. On retrouve 18% de la biodiversité globale. On est une petite île, tout le monde est persuadé que c'est l'endroit parfait pour partir en vacances et qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de pollution. Et en fait non, on n'est pas isolé du tout. Au contraire, on est un carrefour au milieu et du trafic maritime et des courants marins. Donc non, il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Quand on a démarré la mission la première année, la volonté de départ, c'était de faire quelque chose de nos vacances en Corse, vu qu'on était encore étudiants sur le continent, et de transmettre ce témoignage à la population pour que chacun puisse se saisir du problème. Je voulais enfin faire un truc où j'allais m'investir et servir à quelque chose, tu vois. Faire un vrai truc où tu sens que tu es utile, tu sens que tu sers à quelque chose, tu sens que ce que tu dis ou ce que tu fais, tu es écouté, tu peux faire bouger les choses. On a tous des profils différents, on a tous vécu des choses différentes dans nos vies, on est là pour des raisons différentes. Et c'est ce qui fait qu'on ne va pas impacter de la même manière tous les gens qu'on rencontre. Et c'est ça qui fait la beauté de la mission Corsicaire. Quand on est arrivé à Porto, j'aurais jamais pensé qu'on tomberait sur la nappe de plastique sur laquelle on est tombé. Sur le trimaran, on a vu 1 plastique, 2 plastiques, 40 plastiques. Franchement, moi, ça m'a donné envie de pleurer. Une chose qui pourrait expliquer le fait qu'on ne prend pas suffisamment soin de la mer, c'est qu'il y a une méconnaissance sur ce milieu. Ça ne représente pas suffisamment de choses pour nous, hormis les vacances, c'est bien, la mer on peut bronzer, c'est agréable. La mer, c'est le réceptacle en fait de tous les ruisseaux, toute la vie finit en mer. On a toujours le choix, on a toujours moyen d'agir. On ne se bat pas contre des hommes, on se bat contre des mauvaises pratiques. L'action individuelle, elle peut faire bien plus que ce qu'on imagine. Elle a une force de transformation des mentalités, des usages qui est incroyable.
Peut-être que notre impact, il paraît minime, mais finalement, c'est avec plein d'actions comme ça qu'on arrive à faire des grandes choses. Et c'est pour ça que je veux me battre. On est parti de rien avec cette association, on est parti de zéro. Et regarde aujourd'hui où on en est, regarde qui on arrive à toucher. Si nous, on a réussi à faire ça en partant de rien, mais tout le monde peut faire quelque chose, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de me battre et c'est pour ces valeurs que j'ai envie de défendre. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce que ça donne un sens à mes convictions, en quelque sorte. Merci Philippe, et merci à tous nos invités qu'on retrouve comme d'habitude tous les matins. Voilà, vous êtes une association, vous désirez parler d'une manifestation que vous allez organiser, n'hésitez pas. Un petit coup de fil ou un petit SMS, on faxe, si vous voulez des ampli-vax, hein, et puis on peut se voir directement pour venir sur le plateau de Radio Corse International. Bon, on se refait un petit point sur l'info, si vous voulez bien. Allez, c'est reparti avec Philippe Cham. Jugé en comparution immédiate pour violence conjugale, un homme a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 30 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans. Dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui avait totalement détruit une paillote au sud de Bastia, le 30 septembre dernier, un homme a été interpellé. Il comparaîtra prochainement devant la justice. Politique, le parti indépendantiste Nazione n'investira aucun candidat au municipal à Ajaccio et Bastia en mars prochain. Sport, Liga de volley, le GFCA reçoit ce soir le leader Montpellier. Côté météo, la journée sera ensoleillée. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, sur Radio Corse International et sur Télépaèse. Je vous rappelle que pour suivre la radio, on n'est pas sur la FM ou académique, ils nous ont pas voulu, l'ARCOM, le CSA actuel. Et ils n'ont pas voulu, donc pour l'instant on est sur le web. Et là, on est au niveau vraiment international, car on nous écoute aux 4 coins du monde. Dernièrement la Colombie, la Nouvelle-Zélande, je veux dire même des Russes qui écoutent, je me demande si c'est pas pour l'espionnage. Mais bon, voilà, donc vous pouvez nous suivre tout simplement sur le web, sur la télé d'Orange, sur les plateformes qui nous diffusent, ou directement sur notre plateforme. Vous allez directement sur rci.websiteradio.co. Là, vous avez la radio en direct, les podcasts, vous avez les replays, c'est tout, voilà, que demande le peuple. Soyons... avec la technologie actuelle, avec votre portable, vous pouvez écouter la radio, l'ordinateur, dans votre voiture. C'est tout simple. Voilà. Bon, vous avez bien compris? Allez, on se retrouve demain. Même heure, même antenne. Je vous embrasse très très fort. Soyez prudents sur les routes, parce que vous avez vu hier, il y a eu des coups de grêle, des coups de neige. Et les routes ne sont pas tellement sécurisées actuellement avec ce temps-là. Tenete forte a domani. Bonjour, salut à tous. Si vous imprégnez